Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, dans un instant, au 39 21, nous parlons de la robinetterie de Ham, usine dans la Somme qui gagne de l'argent, mais la direction veut délocaliser. Vous avez vous-même été victime de ce genre de délocalisation. Appelez-nous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, un mythe, le commandant Cousteau et la Calypso. Vous avez remis votre bonnet rouge. Ah bah Maxime. oui, dès qu'on parle de Cousteau, je mets mon bonnet. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, moi, je ne l'ai pas encore mis, mais je pense que vous, devant votre téléphone, vous devez avoir au moins mentalement le bonnet sur la tête avec nous pour évoquer le commandant Cousteau, Francine Cousteau. Vous êtes resté avec nous et je vous en remercie pour dialoguer donc avec les auditeurs qui vont nous raconter ce qu'ils ont dans leur mémoire, ce qui leur est resté du travail du commandant Cousteau. Bonjour Huguette. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Quay-Perros, dans les Côtes-d'Armor. Exactement, oui, dans les Côtes-d'Armor. Alors pour vous, un soleil splendide, un ciel bleu. Ah, très bien. Oui, parce qu'on d'habitude on dit que toujours qu'il pleut en Bretagne, mais c'est super beau. Mais oui, les Bretons savent que c'est pas vrai. Voilà. Il fait beau à Saint-Quay-Perros. Le commandant Cousteau, il représente quoi pour vous, Huguette ? Eh bien, moi, le commandant Cousteau, je me souviens très bien de certaines émissions que je regardais à la télé. Le monsieur très respectable, avec son bonnet rouge et ses lunettes, et qui allait dans les fonds marins pour nous montrer les beautés de la mer, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'était de très jolies émissions, parce que c'était un des précurseurs au niveau de la protection de l'environnement, je pense. Oui, du moins, je pense que, mais ça, Francine Cousteau nous le dira, effectivement. Vous avez transmis un peu à vos enfants vous avez, Oui, j'ai même une petite fille qui s'appelle Calypso. Incroyable. Ah, c'est vrai. Ça, c'est magnifique. Ah oui. Ah, et elle vit très loin, elle vit en Australie. Ça, c'est un endroit, effectivement, où nous avons fait des expéditions et c'est un endroit important aussi pour la beauté et la diversité des fonds marins qui sont exceptionnels avec la Grande Barrière en particulier. Complètement, oui. Avec la barrière de corail là-bas. L'un de vos enfants a voulu appeler sa fille Calypso. Calypso, oui. En hommage au commandant Cousteau. Un peu, oui. En même temps, une déesse grecque aussi, je crois, mais... quand il était enfant, il à la maison, ici à Saint-Quay-Perros, il regardait les émissions le soir aussi avec son papa. Moi, moins parce que je travaillais, donc j'étais pas souvent à la maison pour regarder les émissions, mais sinon, c'est vrai qu'on a ce souvenir de monsieur Cousteau, et je suis très contente de... J'ai vu ça dans les journaux il y a pas très longtemps, qu'ils allaient le réhabiliter, le bateau, le réarmer pour pouvoir repartir en mer, et je pense que c'est une très bonne chose. C'est dommage de laisser un navire comme ça périr dans un port, quoi, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est donc là, il est à Concarneau et il va être refait à neuf à Gênes, en Italie. Restez avec nous, Huguette. Francine Cousteau, l'environnement, j'ai cru comprendre qu'au départ, le commandant Cousteau y était peu sensible ou pas forcément très sensible, et que c'est au fur et à mesure du temps qu'il a pris conscience de la nécessité de préserver cette richesse qu'il y avait sous les océans. Voilà, au départ, c'est un homme d'image. Il est allé sous la mer pour nous rapporter des images extraordinaires et nous faire rêver. Et en quelque sorte, pour faire un raccourci, je dirais qu'il a amené Jojo le Mérou aux Nations Unies. C'est-à-dire que il a découvert la beauté extraordinaire, la fragilité du monde sous-marin. Et rapidement, il s'est rendu compte que ça n'allait pas durer, que c'était fragile et que c'était indispensable de le protéger. De le détruire. Et c'est là qu'il a commencé toute sa campagne avec les droits des générations futures, avec la protection. Et donc, il a ramené auprès des Nations Unies cette sensibilité à la nécessité de protéger l'environnement. De préserver l'environnement. Donc c'est bien ça, oui. Ben, merci beaucoup Huguette Je vous en prie. Merci madame. Livré votre témoignage. Bonne continuation voilà. Faites une petite... Et bon vent à la Calypso. Voilà, et faites une petite bise pour nous à votre petite fille. Ah je oui. Je ne manquerai pas. Merci. Voilà. Je vous remercie. Merci Huguette, bonne journée. Bonjour Bernard. Allô ? Oui, bonjour Bernard, vous m'entendez ? Bonjour, oui, très bien, merci. Vous êtes à la Tranche-sur-Mer en Vendée. Oui. Et pour vous, que représente le commandant Cousteau ? Moi, le commandant Cousteau, c'est 3 strates différentes. La première strate, c'est un jeune garçon qui découvre le monde du silence à une époque où on n'avait pas les images en haute définition. Donc on rend tangible tous les rêves qu'on avait à travers Jules Verne, etc., etc. Bon, c'est à la fois esthétique, c'est de l'émotion, et puis c'est rentrer dans un monde qu'on ignorait complètement. Et ça marque durablement. Le deuxième strate, je pourrais dire que c'est une strate technologique. C'est
la mise au point du scaphandre autonome qui était, j'ai envie de dire, une révolution, alors qu'avant, c'était des scaphandriers avec tout ce que ça concernait comme logistique et puis les risques, etc. etc. Et la troisième strate, mais cette évolution se fait dans le temps, la troisième strate, c'est l'incitation à prendre conscience que la mer, c'est quelque chose de fragile, comme c'était abordé tout à l'heure, et qu'on était un peu responsable de cet environnement. Et c'est une prise de conscience qui touche. Et moi, j'habite au bord de la mer, et je dois dire que quand on voit tout ce que la mer rejette et tout ce que les gens balancent pendant les vacances, on est un petit peu gêné, et heureusement qu'on a une municipalité qui fait des efforts pour maintenir un environnement de bonne qualité, parce que la mer, c'est un ensemble fragile. Et je crois que le commandant Cousteau a su nous l'expliquer au niveau intellectuel et nous faire vibrer disons, la fibre émotionnelle pour nous sensibiliser à un phénomène qui est terriblement important. En tout cas, Bernard, si je comprends bien, il vous a aidé à prendre conscience de la fragilité de... Mais disons... il fait partie des gens qui vous y ont sensibilisé. Oui, parce qu'on a la conceptualisation, on dit oui, il faut protéger, et puis alors après, quand on le touche d'une façon tangible à travers des images, à ce moment-là, la prise de conscience est plus intense. Bien sûr. Alors, restez avec nous, Bernard. Francine Cousteau, quand Bernard a évoqué l'autonomie du plongeur, vous avez dit c'est à l'origine du bonnet rouge, c'est-à-dire C'est surtout par rapport au pied lourd que ce monsieur a évoqué, et qui portait donc un bonnet à l'intérieur de leur casque, parce qu'ils avaient des énormes casques en cuivre. Les pieds lourds, c'était les premiers plongeurs. C'était les premiers plongeurs, souvenez-vous, pieds lourds, parce qu'ils avaient donc des soles de chaussures en plomb, et ils étaient reliés par un tuyau. Leur casque, qui donc allait leur permettre de libérer l'air qui arrivait là, ils devaient taper sur une valve qui était à l'intérieur de ce casque. Et comme c'était au bout d'un moment certainement douloureux, leurs épouses leur avaient tricoté des bonnets. D'accord. Et donc le commandant a choisi le bonnet, pour leur rendre hommage. D'accord. Voilà. Alors j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais enfin moi celle-là je la tiens du commandant. C'était pour rendre hommage au pied lourd qu'il a choisi le bonnet. Alors pourquoi il était rouge ? Je suppose que c'était une couleur à l'époque qui était assez commune, puisque c'était plutôt une couleur rouge, un peu rouille. Mais il avait conscience du symbole, du fait que ce bonnet était devenu totalement un symbole. C'était pour ça. C'était pour rendre hommage. De sa personne, mais après, au début, rendre hommage, et ensuite c'est devenu un symbole. Un symbole du commandant. Mais tout de suite, ça, il était pas reconnaissable. Forcément anticipé, mais c'est devenu un symbole. Non, il n'avait pas anticipé. Au départ, c'était rendre hommage. Et puis, effectivement, dès qu'on voyait un bonnet, on savait que c'était Cousteau. Après, c'était Cousteau. Voilà. Et là, vous avez un petit air de Cousteau, Maxime. Je garde mon bonnet. Je vous le dis. Bernard a aussi évoqué le monde du silence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un documentaire ancien, 1955. Voilà, c'est ça. Il a eu sa palme d'or, effectivement, à ce moment-là. Le premier documentaire à avoir eu une palme d'or. Voilà, c'était le premier documentaire. Alors à Cannes, ça a été un événement extraordinaire. Et il faut quand même revoir les images du film. On plonge sans combinaison. L'équipement est extrêmement rudimentaire. Quand on plonge, tout le monde sait que plus on descend, plus il fait froid. Donc, ils sont quand même dans des eaux qui ne sont pas forcément très hospitalières. Et puis, il y a ces images quand ils retrouvent ce navire qui avait été coulé, le Thistlegorm. Donc, ça, c'est près de Ras Mohammed en Égypte. Et ils descendent là, ils retrouvent ce navire avec toute l'évocation, évidemment, de la guerre et toutes ces choses. Et ils arrivent là pour la première fois. Alors, on voit des choses. Il faut savoir que nous, on est revenu à Ras Mohammed il n'y a pas longtemps. Quand on part de Sharm el-Sheikh, c'est, je ne sais pas, 10 000 plongeurs par jour qui vont sur ce site. Alors, les premiers qui arrivent, ils plongent dans l'eau claire. Puis les derniers, ils sont dans la vase. Et puis mais ils y vont quand même. Mais ils y vont quand même. Parce que, voilà, c'est des lieux mythiques, comme ça, pour les plongeurs, bien sûr. Enfin, c'est un documentaire. Alors, tourné avec Louis Malle. Tourné avec Louis Malle. Et vous savez comment Louis Malle avait été recruté ? Non. Ben voilà, quand le commandant est parti, grand réalisateur bien sûr. Quand le commandant est parti, alors c'était sur une expédition encore avant pour aller chercher le pétrole d'Abu Dhabi, puisque c'est quand même là que l'histoire a commencé. Il a demandé à l'école de cinéma de lui trouver
un jeune talentueux sachant nager. Et c'est comme ça que Louis Malle, qui avait du caractère, qui déjà était singulier par rapport aux autres, il a dit celui-là il me plaît. Et donc il avait bon goût. Effectivement, c'était un grand auteur en devenir. Il était porteur de quelque chose. Voilà. Alors donc Louis Malle a réalisé le premier film de Station 307 qui était tourné dans le Golfe. Et ensuite ils étaient ensemble sur ce tournage. Vous êtes toujours avec nous, Bernard ? Oui. Pardon, je vous ai pris un peu de temps. Non, pas du tout. Le Monde du silence, bien sûr, vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est un souvenir, bien que vous imaginez que je suis plutôt jeune. Je me rappelle très bien, c'était dans un cinéma à Annecy, ça s'appelait Le Splendide, et j'étais avec ma mère et mon frère. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un souvenir que, ça veut dire, c'était époustouflant de voir un film à cette époque où, on rentrait dans un monde, c'était imaginaire, c'était aujourd'hui, on est un peu blasé, oui, mais à cette époque-là, je veux dire, ça vous marquait durablement. Et dans les cours de récréation à l'école, au lycée, on parlait tous de ça. Oui, bien sûr. Voilà, 1955, la sortie du documentaire, avant-hier, comme vous dites. En tout cas, Bernard, je vous remercie pour votre témoignage chaleureux sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée à la Tranche-sur-Mer. Vous aussi, je vous remercie et bon week-end. Merci Bernard, vous aussi. Alors évidemment, toute action a un peu ses critiques, ça existe, c'est la démocratie, c'est le jeu. Patrick est à Marseille. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous reconnaissez beaucoup de talent au commandant Cousteau, mais il y a un petit mais. Écoutez, pour être franc, je reconnais un talent qui est absolument phénoménal, c'est-à-dire de piquer de scientifisme, de piquer, si vous voulez, de cinéaste amateur. Pour la simple et bonne raison, si vous voulez, le scientifisme tout d'abord, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'il a contribué à l'amélioration des valves des scaphandres autonomes. Oui. Le problème, c'est qu'il l'a fait avec un dénommé Magnan, avec lequel il s'est brouillé d'ailleurs, parce que notre camarade Cousteau avait la bonne habitude de s'approprier, de tirer la couverture à lui systématiquement et de nettoyer tout ce qui était autour si ça le dérangeait. Bon. Deuxième chose, sur le monde du silence, j'entends des propos sur le monde du silence. Bien sûr, c'était super, ça a eu le mérite, je pense. Sinon, il n'aurait peut-être pas eu une palme en 56, puisque le film était de 55. D'accord. Avec Louis Malle, d'ailleurs. C'est précis. Et, bien exactement. Et ça a eu le mérite d'être le premier documentaire. Mais alors, par contre, regardons un peu ce documentaire. Et soyons un petit peu, si vous voulez, cohérents, ayant un petit peu d'humilité. Si Cousteau n'en avait pas, nous, essayons d'en avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on assiste dans ce film, et j'engage les gens à aller sur le net pour voir effectivement le film tel qu'il était. Oui. Et on voit on voit M. Cousteau qui confond son bâbord et son tribord parce qu'il dit barre à gauche, barre à droite, ça commence bien. Ouais, moi aussi, vous savez, gauche-droite, moi aussi j'ai toujours du mal à différencier. Oui, mais tout à fait, enfin lui il était quand même un marin. Ceci étant, si vous voulez, il détruisait pour faire répertorier des espèces de poissons à la va-vite, il n'a pas trouvé les meilleures méthodes que balancer des cartouches de dynamite. Bilan de l'opération, toute la faune était morte, éventrée, on le sait, c'est une technique de pêche qui est complètement interdite. Et puis, en plus, tous les coraux étaient explosés. Si ça suffisait pas, on terminait par s'approcher tellement près de cachalots qu'on finissait par les heurter et finalement les tuer involontairement. Mais par contre, comme c'était une mer cachalot, il y a un baleineau qui est passé sous les hélices qui a été déchiqueté. Alors, comme les requins sont amenés, on a terminé ça à coup de pelle, à coup de fusil et à coup de hache sur le bateau. Bon, c'était plein de sang. Vous êtes un formidable conteur, Patrick, et vous avez l'amour un petit peu vache. Je terminerai là-dessus en vous disant. Simplement, donc là on a deux aspects de ce cher Monsieur Cousteau. Alors maintenant parlons de la Calypso. Parlons-en de la Calypso. On laisse répondre juste, si vous en êtes d'accord, Francine Cousteau. C'est vrai que les méthodes de travail au début, il les a lui-même regrettées un peu après. Oui, allez-y, je vous en prie. Allez-y. C'est que, en fait, à l'époque de tout temps, le requin a été vraiment l'animal féroce qui terrorisait les marins. Ça a été de tout temps. Et à l'époque, en 54, 55, à l'époque du tournage de ce film, le requin, c'était vraiment la terreur. Donc, effectivement, dans le film, on voit, à un moment, il y a des requins qui sont tués. Quand le commandant a remasterisé ces films, là, on est dans les années 80, il avait le choix, et on le lui a proposé, de supprimer ces scènes qui étaient... Parce que justement, il avait tellement dit aux gens, attention, maintenant il faut protéger tout ça. Il a eu le choix de remasteriser les scènes. Il a refusé.
Voilà. Pourquoi il a refusé? Il a dit, écoutez, ça, il faut le garder, parce que ça prouve bien l'évolution qu'il y a eu entre le moment où nous avons commencé et puis maintenant. Et maintenant, si les gens ont pris conscience de la nécessité de protéger les requins, entre autres pour ne parler que de cette espèce, c'est parce que ils ont entendu mon message. L'histoire de Cousteau, c'est l'histoire d'une prise de conscience. C'est l'histoire d'une prise de conscience. Quant en ce qui concerne les baleines, nous étions déjà à la commission baleinière depuis longtemps, nous sommes toujours observateurs, et naturellement, nous faisons partie de ceux qui font tout leur possible pour arrêter le massacre des baleines. Voilà. Donc je crois que la leçon de Cousteau a été entendue, et c'est pour ça que je comprends qu'il y ait des gens qui puissent réagir désagréablement à des choses comme ça, mais il faut regarder aussi le sens qu'elles ont pris, et puisque nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on est meilleurs, et c'est grâce à lui aussi. Je vous remercie, Francine Cousteau, très sincèrement, d'avoir accepté notre invitation et de nous aider à mieux comprendre les enjeux autour de la réhabilitation du calypso, dont on espère vraiment que dans 1-2 ans, nous aurons le plaisir et le bonheur de les voir sur les mers. Merci, Francine Cousteau. Vous nous inviterez. Ah, alors là, tout le monde sur le quai. Europe Midi en direct des Calypso, ça serait... C'est parti. Allez, une petite pause et nous continuons notre dialogue sur le 39-21. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous avons choisi de parler ce midi de l'exemple de la robinetterie de Ham. C'est dans la Somme, usine qui gagne de l'argent, mais ses ouvriers dénoncent le projet de la direction qui prévoit donc de délocaliser une partie de la production, notamment en Chine. Et on vous a demandé au 39-21 si vous-même vous aviez été victime de ce genre de délocalisation. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Michel, Écoutez, merci de me prendre à l'antenne. Vous êtes à Versailles, alors avant de vous donner la parole, votre appel nous a intéressés parce que vous nous avez dit ceci: je fais du conseil en entreprise pour l'amélioration des gains de productivité. Donc vous pratiquez la délocalisation, vous aidez à pratiquer la délocalisation. Non, justement, mais Jean-Michel, je n'aide pas à pratiquer la délocalisation. Je fais seulement de l'analyse de coûts des structures d'une entreprise française. Je les aide à être plus performantes, c'est-à-dire qu'à améliorer, si vous voulez, leur productivité sur les lignes de fabrication, et d'améliorer la productivité de leurs services indirects. Vous savez que dans un coup, vous avez les directs qui sont sur la ligne, qui font le produit, et puis vous avez tous les supports de l'entreprise, que ce soit les finances, les achats, etc. Donc je les aide, si vous voulez, à améliorer ça. Pour qu'ils restent en France, alors. C'est ça. Pardon ? Pour qu'ils restent en France, plutôt. Pour qu'ils restent en France. Et quand vous avez, analysé ce genre de choses, après on fait un comparatif avec la Chine. Quand je vous dis qu'on améliore la productivité en France, il faut savoir que quand en France, par exemple, je vais prendre le chiffre qui est 100, et que vous allez en Chine, obligatoirement, si vous voulez, compte tenu que les salaires sont moins chers en Chine, parce que ça reste, on va peut-être avoir 150. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... On va avoir 50 en Chine. Voilà, les coûts directs, si vous voulez, le nombre de personnes qu'on met dans les coûts directs vont avoir un impact sur les coûts indirects. Donc, c'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir 100, vous allez peut-être avoir, par exemple, dans l'industrie électronique, si vous voulez, on a en gros 3 directs pour un indirect. Donc, indirect, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, en Chine, vous allez gonfler cette partie-là. Et puis, ce qu'il faut savoir quand même, que ces gens fabriquent des vannes, si vous voulez, des choses comme ça. Et ça, vous ne les transportez pas par avion. Vous les transportez par bateau. Dès l'instant où votre produit est terminé, il est mis sur un bateau, dans un conteneur, et il faut attendre pratiquement 4 à 5 semaines avant de le récupérer. Et ce que ne prend pas en compte l'entreprise, ce sont tous les frais de logistique et les frais financiers pour votre produit qui est bloqué sur le bateau. D'où parfois, après expérience, des relocalisations, parce qu'ils se rendent compte à l'usage que ça peut coûter un peu cher. Claude, puisque vous en avez l'expérience et peut-être l'expertise, beaucoup d'entreprises délocalisent aujourd'hui à partir de la France pour aller ailleurs, ou c'est un mouvement, Jean-Louis Levé, l'économiste que nous recevions dans le journal, nous le disait un peu, qui s'est stoppé ces dernières années. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est en train de se ralentir de façon importante, parce que ce que j'ai omis de vous dire à l'instant, si vous voulez, c'est que vous avez en plus tous les coûts de non-qualité. Alors les gens disent qu'en coût de non-qualité, on met des objectifs 3%, mais quand vous analysez la vérité des choses, si vous voulez, c'est pas 3-4% que vous avez quand les produits viennent de Chine. C'est-à-dire que les produits fabriqués en Chine sont de moins bonne qualité que ceux qui sont fabriqués ici. Il y a quand même des problèmes de qualité. Et puis ce qu'il faut rajouter aussi, monsieur, c'est qu'il va falloir rajouter tous les frais de votre propre organisation française pour aller suivre, si vous voulez, la délocalisation en Chine. Vous comprenez bien que quand vous envoyez un produit en Chine, vous ne l'envoyez pas comme ça. Il faut que vous ayez des ingénieurs de chez vous, des ingénieurs de test, des ingénieurs de qualité, des ingénieurs de process qui aillent voir le process qui est mis en Chine. Et après, il faut faire ce qu'on appelle, si vous voulez, des réconciliations, c'est-à-dire que tous les mois, qu'on vérifie, si vous voulez, tout est... Si alors, ça vaut le coup ou pas. Tous ces coûts, voilà. Si ça vaut le coup ou pas. Et donc... Ça vaut
prêt à démontrer que dans la mesure où vous avez votre marché local, en Europe, si vous voulez, en Europe occidentale, chez nous, ça vaut pas le coup d'aller en Chine. Mais pour ça, il faut faire la démarche de mieux organiser votre structure d'entreprise de façon, si vous voulez, que vous soyez compétitif. Chose que les gens ne font pas, parce que vous avez des grands patrons qui ont dit « Ah, la Chine, c'est 10 fois moins cher qu'en France. » Mais ça veut dire quoi, 10 fois ? Sur quoi, sur quelle base? Mais après, il faut intégrer, si vous voulez, l'ensemble des coûts qui tournent autour. D'accord. On peut dire, Claude, que délocaliser, ça coûte cher. Voilà. Oui, tout à fait. Et qu'avant de s'engager dans cette démarche, il faut bien y réfléchir. Et vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise qui est en cause dans la Somme, mais j'aimerais bien la connaître parce que peut-être que sa démarche n'est pas très rationnelle. J'aimerais bien aider M. Bertrand justement à démontrer que c'est une erreur si vous voulez de le faire. Et j'ai eu à traiter ce genre de cas avec une entreprise qui fabriquait des vannes pour le gaz de France. Et justement, où je leur avais démontré que c'était pas intéressant. D'accord. Merci Claude pour votre témoignage d'un expert, parce que ces délocalisations, ça nous choque toujours. Vous nous appeliez de Versailles et je vous souhaite une bonne journée. Nous avons, je crois, Guillaume en ligne à Boulogne. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Les délocalisations, rapidement, vous connaissez le sujet? Vous en avez été... Non, je ne connais pas le sujet, pas plus que le kidam moyen. J'écoutais très attentivement avec beaucoup d'intérêt ce que disait l'auteur précédent, donc Claude, qui effectivement est un expert, et je suis surpris que les gens ne fassent pas plus appel à lui lors de délocalisation. Moi, mon point de vue est pas tout à fait le même, parce que je le subis comme tout à chacun, et je constate qu'effectivement, depuis 40 ans, 50 ans, les emplois français partent vers des bassins d'emploi où la manœuvre est moins chère. Et je suis étonné qu'on s'en étonne encore, parce qu'on parle aujourd'hui non plus d'industriels, mais plus d'investisseurs finalement, à qui on a donné une boîte à outils magique, qui est la mondialisation, c'est-à-dire le libre-échange, l'échange des biens et des capitaux, et on s'étonne qu'ils investissent leurs biens dans les pays où ils auront la meilleure productivité, ou la meilleure rentabilité. Non, ça ne m'étonne pas, mais quelquefois, voilà. Là, l'entreprise gagne de l'argent, elle délocalise, on ne comprend pas toujours la démarche. Je trouve ça choquant, moi aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que les États ne font pas leur travail. Ils devraient un peu mieux protéger le modèle économique. Si on considère que notre modèle social est de valeur, peut-être qu'on devrait investir un peu plus pour le protéger qu'on le fait aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Italie aussi, parce que j'ai entendu dire que il est possible que aussi en Italie. Absolument. Pour la Chine, c'est compliqué. Pour l'Italie, si l'Europe s'approfondissait plutôt que de s'élargir, ça serait bien plus simple. Merci Guillaume. Je vous en prie. De nous avoir livré votre sentiment sur ce sujet. Les délocalisations, c'est hélas quelque chose de fréquent, mais nous sommes chaque fois un peu choqués de comprendre que des emplois vont être perdus alors que les entreprises gagnent de l'argent. Nous reprenons notre dialogue au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1, lundi à partir de 13h10. Et dans une minute, les découvertes d'Europe Midi pour